Bonjour et bienvenue dans le roman de T6 Podcast. On se retrouve pour un épisode de recommandations lecture avec une trilogie que j'ai plutôt bien appréciée. Mais bon, je vous en dis pas plus, va falloir écouter l'épisode. Alors j'espère que vous êtes bien installés, que vous avez préparé votre boisson chaude préférée et c'est parti pour l'épisode. Belladonna par Adalyn Grace. Oui, je sais, on avait dit qu'on parlerait des livres qui ne sont pas recommandés à tout va sur les réseaux sociaux. Mais écoutez, je suis comme vous, je suis aussi victime des recommandations du BookTok. Si vous connaissez pas Belladonna, parce que c'est quand même possible, Belladonna, c'est une romantésie gothique avec une ambiance victorienne. Et ça, moi, quand on me l'a vendu, j'achète. Cette saga comporte 3 livres. Oui, c'est une trilogie, du coup, Pauline. On va avoir le premier livre, donc intitulé Belladonna, le deuxième qui est Foxglove, et le troisième qui s'appelle Wisteria. Donc ils sont tous publiés, et pour Noël, plus récemment, l'autrice a publié une nouvelle que je n'ai pas encore lue. Donc cette nouvelle, elle s'appelle Holly. Honnêtement, la seule raison pour laquelle je l'ai pas encore lue, c'est pas parce que j'ai pas envie de voir ce qui se passe pour les personnages, mais c'est juste que franchement, le livre est cher, je trouve, pour l'épaisseur du bouquin. Donc honnêtement, pour l'instant, je l'ai pas encore acheté, même si j'ai très envie de lire cette nouvelle. Donc avant de vous parler un petit peu de ce livre, on va faire comme d'habitude. Je vais vous lire le résumé du livre 1. Devenue orpheline alors qu'elle n'était qu'un bébé, Signa, 19 ans, a été élevée par une série de tuteurs plus intéressés par sa richesse que par son bien-être. Tous ont connu une fin prématurée. Aujourd'hui, ses seuls parents restants sont les Hawthorns, une famille excentrique vivant dans un domaine à la fois étincelant et lugubre. Le père de famille fait le deuil de sa défunte épouse en organisant des fêtes débridées, tandis que son fils se bat pour sauver leur réputation déclinante et que sa fille souffre d'une maladie mystérieuse. Lorsque l'esprit agité de leur mère apparaît, prétendant avoir été empoisonné, Signa réalise que la famille dont elle dépend pourrait être en grand danger. La meilleure chance pour Signa de découvrir le meurtrier est une alliance avec l'ange de la mort lui-même. Une ombre fascinante et dangereuse qui n'a jamais été loin d'elle. Bien qu'il ait fait de sa vie un véritable enfer, il montre à Signa que leur connexion croissante peut être plus puissante et plus irrésistible qu'elle n'a jamais osé l'imaginer. Comme vous l'aurez compris, on va suivre Signa, une jeune femme de 19 ans qui s'est vue passer de foyer en foyer car ses tuteurs n'arrêtaient pas de mourir. Donc à force d'être constamment entourée par la mort, elle commence à un peu se convaincre que la mort elle-même la suit et qu'elle serait presque maudite. En réalité, on va vite découvrir que notre héroïne a une connexion avec la mort. Elle peut notamment voir les esprits, ressentir leur présence, et très important, elle ne peut pas mourir, malgré le fait qu'elle essaie à plusieurs tentatives en utilisant de la belladone. Non pas qu'elle soit suicidaire, c'est pas la thématique du bouquin, mais juste elle comprend qu'il y a un truc et qu'elle peut pas mourir, donc elle fait un peu des tests comme ça avec la belladone. Est-ce que je suis la pire podcasteuse du monde et que j'étais en train d'enregistrer alors que mon micro était coupé ? Oui, tout à fait. Donc je reprends. Après la mort de sa dernière tutrice, qui est sa tante, il me semble, Signa, elle va être envoyée chez la famille des Hawthorns, qui sont en réalité ses derniers parents en vie. Donc, sans spoiler, non, bah oui, vu que c'est dans le résumé, je ne spoil pas, mais elle va se retrouver entourée d'un père en deuil qui organise que des soirées, un fils qui essaie de sauver la réputation de la famille, vu que son père n'arrête pas de faire des soirées et de se retrouver dans des états pas possibles, et une fille, Bliss, qui est touchée par une maladie mystérieuse qui l'a fait mourir à petit feu. Donc je sais pas si ça vous a convaincu de lire l'histoire, mais en tout cas, moi j'étais convaincue et ça a marché. Bon après, pas très étonnant, parce que vous me dites ambiance gothique, victorienne,
j'étais déjà convaincue. C'est typiquement le genre de choses qui me plaisent et m'intéressent. Le premier tome, ça n'a pas été mon préféré, parce que j'ai un petit peu eu du mal à m'attacher au personnage de Signa. Je sais pas si c'est dû à l'écriture à la troisième personne, je pense pas que ce soit ça. Mais j'arriverai pas vraiment à mettre des mots dessus, mais je la trouvais pas attachante. Et malgré qu'on la suive et qu'elle elle ait pas une vie très facile et qu'il lui arrive plein de choses, bah je sais pas. J'ai préféré le personnage de la mort, qui selon moi était beaucoup plus intriguant et j'avais vraiment envie d'en apprendre plus sur lui et le lien particulier qu'il a avec Signa. Donc comme vous l'aurez compris, c'est les deux personnages qui vont essayer de comprendre qui essaie de tuer la famille. Donc ça, c'est le plot principal qui va être en réalité une enquête. J'ai pas vraiment trop envie de vous en dire plus, mais la romance entre ces deux personnages, je l'ai adorée. Je ne sais pas si on peut la qualifier de slow burn, je pense pas. Mais en tout cas, c'est une relation interdite. Et au travers de leurs échanges, on comprend que en fait, la mort n'est pas cruelle ou malveillant. Et j'ai beaucoup aimé le prisme sous lequel l'autrice aborde le thème de la mort. Et à la fin du livre, j'avais juste envie d'en voir plus de Signa et la mort, malgré que Signa ne soit pas mon personnage préféré. En termes d'univers, je vous disais que l'autrice a bien réussi à nous plonger dans une ambiance gothique. Par contre, si vous êtes fan de world building complexe ou de world building tout court, c'est pas dans ces livres que vous allez le retrouver. Après, c'est une romantaisie, vous allez me dire, donc oui, c'est normal. C'est la romance qui est centrale. L'enquête en soi, elle m'a pas retourné le cerveau, dans le sens où les plot twists, je pense qu'on peut facilement les voir venir, du moins pour le souvenir que j'en ai. Ça fait un petit moment que je l'avais lu. Mais bon, même si j'avais pas l'effet waouh, je m'y attendais pas, j'étais convaincue que c'était plutôt ça ou ça, bon, j'ai quand même aimé suivre les aventures de nos personnages et en apprendre un peu plus sur eux. Mais globalement, le gros plus pour moi dans ce premier livre, c'est la façon dont elle aborde le thème du deuil et de la mort. Et comment ça a été abordé en fait avec la personnification de la mort en partie. Bon, même si oui, c'est pas non plus hyper innovant. Et aussi de suivre Signa qui est un peu dans une seconde quête, on va dire, pour essayer de comprendre et de décider qui elle est vraiment. Et c'était plutôt sympa à suivre. Du côté de la plume de l'autrice, j'ai trouvé que c'était bien écrit. Mais vous allez me dire que je dis ça à chaque fois. Désolée, je suis pas une littéraire, donc je ne peux pas vous faire de grandes critiques parce que je m'y connais pas et que j'ai pas envie de vous dire n'importe quoi. Mais en tout cas, j'ai pas eu de mal à me mettre dans cette lecture. Non, Adaline Grace ne détrône pas Sarah A. Parker dans mon cœur, mais j'ai passé un très bon moment en lisant cette trilogie. Peut-être vous lire un passage du premier chapitre pour que vous ayez une idée. On dit que 5 baies de belladone suffisent à tuer quelqu'un. Juste 5 baies sucrées prélevées directement sur la plante. Ou, comme Signa Farrow le préférait, écrasées et plongées dans une tasse de thé. Ses sourcils noirs luisaient de sueur tandis qu'elle se penchait sur la tasse en cuivre fumante pour en inhaler les vapeurs. Il aurait certainement été plus facile de manger directement les baies, mais elle étudiait encore les effets que la belladone avait sur elle, et la dernière chose dont elle avait besoin,
c'est que sa tante Magda la retrouve évanouie dans le jardin, la langue d'un violet vif. Du moins, pas une fois de plus. Cela faisait des semaines que Signa n'avait pas vu le faucheur d'âme. Seul un dernier soupir le faisait sortir de sa cachette, et il ne repartait jamais les mains vides. Du moins, c'était généralement l'ordre des choses. Mais Signa Faro ne pouvait pas mourir. Vu ma façon de lire, je pense pas vous avoir convaincu avec cet extrait, mais ça vous donne un aperçu. En re-regardant la note que j'avais mis à ce premier tome, j'avais quand même mis 5 étoiles. J'étais assez étonnée, parce que dans mon souvenir, c'était pas un ressenti 5 étoiles. Alors, j'ai passé un très bon moment en le lisant, mais je crois qu'il faut que je revoie mon système de notation maintenant que je le partage. De base, je suis une scientifique qui se base sur des faits pour tirer des conclusions, mais alors quand il s'agit des livres, c'est vraiment du feeling. Et je pense qu'il va falloir que je change ça. En tout cas, avec du recul et après avoir lu les 3 livres, j'aurais plutôt mis 3,5, 4 étoiles. Enfin, 3,5, je suis un peu vache quand même. À ce premier tome. J'ai pas un très grand souvenir du deuxième. Je vais pas mentir. Mais je me rappelle l'avoir préféré au premier par contre. Donc, il devait être bien. Mais celui dont je me souviens le plus, c'est le 3e. Mon préféré, oui. Et je m'y attendais pas du tout. Pour la petite histoire, parce que vous commencez à comprendre que j'adore raconter ma vie, sinon je ferais pas un podcast. En commençant le tome 1, je savais que le tome 3 n'était pas du point de vue de Signa. Et ça, à l'époque, j'étais pas du tout adepte des multiples points de vue. Puis j'ai lu Creation City et maintenant tout va mieux. Non mais par contre, on va compter le nombre de fois où je parle de Sarah J. Maas dans des épisodes qui ne sont pas dédiés à Sarah J. Maas. Il va falloir que je me calme. Mais bref, pour moi, c'était pas possible de commencer une trilogie avec un personnage et de la finir avec un autre. Et au final, pendant le tome 2, elle va faire un peu switcher les points de vue, mais doucement. Et je trouve que la transition a été vraiment bien faite. Et moi qui n'aimais pas à l'époque les changer de point de vue de personnage, et bah franchement c'est passé tout seul et j'ai beaucoup aimé la façon dont elle l'a fait. Donc dans le tome 2, vous découvrez plus le personnage de Bliss. Oui, bon, désolée, mini spoil, mais elle meurt pas, malgré sa maladie. Et désolée, mais pour moi, c'est le personnage... c'est mon personnage préféré. Je trouve qu'elle est beaucoup plus attachante que Signa. J'adore son caractère, puisque déjà, elle a du caractère. Et je sais pas, je la trouve tellement plus intéressante. Et je sais pas, Bliss, elle est géniale. Et je voulais juste en apprendre plus sur elle. Donc, à la fin, j'étais quand même contente que ce tome 3 soit de son point de vue. Et celui-là, par contre, je lui ai mis 5 étoiles, parce que je l'ai vraiment adoré. Mais, du coup, je suis un petit peu restée sur ma faim. Bon, je vous dis pas... je vous parle pas de l'intrigue et avec qui se passe la romance concernant le tome de Bliss. Mais mon Dieu, ce que j'ai préféré, cette histoire à celle de Signa et la mort. Et pourtant, j'ai beaucoup aimé leur romance. Hein. Du coup, j'étais vraiment triste quand j'ai fini ce tome 3, parce que j'avais envie d'en voir un peu plus de ce second couple. Donc j'étais contente quand j'ai appris qu'elle sortait une nouvelle de Noël. C'est pas pour autant que je l'ai lu, mais ce sera à un moment donné dans ma pile à lire. Donc comme vous le savez, ce format est court et j'ai pas envie de vous en dire davantage sur l'histoire et l'univers, parce qu'il faut que vous fassiez votre propre avis. Et qui sait, peut-être qu'un jour on fera un épisode sur Belladonna. Bon, c'est pas prévu pour le moment, mais sait-on jamais. Et vous, est-ce que vous avez lu cette trilogie ? Allez avouer qu'on préfère tous Bliss. Non mais plus sérieusement, n'hésitez pas à me dire en commentaire si vous découvrez cette saga
ou ce que vous en avez pensé si vous l'avez lu, tout simplement. En attendant, on se retrouvera dans 2 semaines avec Emma pour vous parler du prochain livre qu'on vous révélera sur Instagram. Oui, je fais du teasing. Et oui, je fais ma pub. Mais en même temps, c'est mon podcast. Si c'est pas encore le cas, vous pouvez nous suivre sur Instagram pour papoter, mais aussi suivre les actualités du podcast et mes lectures. Et n'hésitez pas à me dire si l'épisode vous a plu en commentaire, à noter le podcast parce que ça fait toujours plaisir, et à le partager si vous avez apprécié. On se retrouvera début mars. En attendant, à bientôt!